Bonjour à tous, bienvenue à notre séminaire Le recours à un agent commercial, comment développer votre réseau de vente dans les Hauts-de-France. Voilà, je suis Martine Leclerc, je gère le poste de Paris et c'est moi qui suis en charge de vous accueillir aujourd'hui. Un petit mot peut-être d'explication sur l'origine de ce séminaire. Nous avions initialement une action de journée de contact prévue avec les agents commerciaux du nord de la France le 25 janvier à Marc-en-Barœul, près de Lille. Cette action qui avait déjà été reportée pour cause de Covid et qui a dû être encore une fois bien annulée pour les mêmes raisons sanitaires. Mais étant donné que vous étiez nombreux à y souscrire, on s'est dit que quand même il y avait un réel intérêt pour le métier d'agent commercial et pour en savoir plus sur les contrats d'agents commerciaux. Et donc, on a choisi de consacrer ce séminaire à ce thème des agents commerciaux. Peut-être pratiquement quelques considérations techniques. Ce que je vous demande, c'est de fermer vos micros et donc vous pouvez désactiver le son en bas à gauche de votre écran pour éviter les perturbations. Le séminaire ici sera enregistré de manière à ce que vous puissiez le revoir, ainsi que les personnes qui n'ont pas su nous joindre pour le moment. Et alors, au niveau des questions et réponses, eh bien, nous réservons un gros temps, à peu près 40 minutes en fin de séminaire pour les questions-réponses que vous pouvez poser. Si vous regardez en bas, vers le milieu de votre écran, vous avez deux onglets, discussion et Q&R, et nous vous demandons d'utiliser le Q&R pour poser les questions. Voilà, sur ce, je vous repartage mon écran, ici, et nous allons démarrer. Donc, trois sections essentielles à notre séminaire. Une présentation rapide de l'AWEX en France, du réseau et de nos services pour ceux qui ne nous connaîtraient pas bien. Une présentation sur le métier d'agent commercial que nous avons reçu de la Chambre professionnelle des agents commerciaux du nord de la France et un mot sur les aspects juridiques des contrats. Et je remercie Maître Grignon-Dumoulin d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, 20 minutes à peu près pour le point 2, 20 minutes pour le point 3, 40 minutes pour vos Q&A en fin de session. J'espère que ce sera assez. Voilà. Les services de notre agence, comme vous le savez, ils sont multiples. Soit ils sont, vous y accédez à partir de la Belgique via les centres régionaux desquels vous dépendez, ou via Bruxelles, ou alors vous avez les services que nous proposons ici en poste. Et donc, les services que nous proposons typiquement à partir de la Belgique concernent par exemple tous les incidents financiers auxquels vous avez droit pour vous aider à exporter, financements internationaux, subventions, etc. Les partenariats technologiques, il y a une équipe innovation qui s'occupe principalement de vous aider à trouver des partenaires technologiques si vous en avez besoin. Sachez-le, elle est basée à Bruxelles. Également des packages pour former votre personnel, notamment au numérique, tout l'enjeu ici de la crise, pour pouvoir rebondir, et puis également marketing, communication, etc. En poste, qu'est-ce que nous vous offrons ici sur le réseau de la France? Une information économique et commerciale, sectorielle si vous le souhaitez, en fonction de vos besoins. Une discussion, si vous le souhaitez, de votre stratégie de pénétration du marché français, sachant que bon, il y a effectivement différents moyens de pénétrer le marché français. Vous pouvez décider de vendre en direct, par exemple des centrales d'achat, de vendre en ligne, etc. Vous pouvez décider d'avoir un importateur ou de monter un réseau de distributeurs. Vous pouvez décider d'avoir un agent commercial, et c'est précisément le sujet de ce webinaire, sachant que les agents commerciaux, en fait, sont une solution à laquelle beaucoup de nos sociétés wallonnes ont recours, et c'est pour ça que nous vous proposons ce séminaire. Vous pouvez également décider de recruter des vendeurs locaux, d'ouvrir un bureau commercial en France sous forme de succursale, sous forme de filiale, etc. N'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez en parler. Nous vous aidons également au niveau de votre prospection, donc voyages, études, missions, etc. Nous organisons pas mal de foires et salons sur la France, à peu près une dizaine par an. On a un plan d'action assez chargé que vous pouvez retrouver sur le site web de l'AWEX si vous le souhaitez. On vous fait également bénéficier de notre réseau sur place, aussi bien réseau de contacts français que de contacts belges, pour ce qui sera introduit déjà sur le marché. Alors, l'AWEX en France, c'est 4 bureaux, mais c'est aussi et d'abord un expert marché, toute son équipe basée à Bruxelles, qui est Madame Violaine Barthélémy, que vous connaissez probablement déjà. Et au niveau des 4 bureaux, bien, donc moi, je gère le bureau de Paris. Paris qui est aussi le hub de Digital Wallonia pour ceux d'entre vous qui seraient dans le secteur numérique. Le bureau de Paris est organisé de la manière suivante. Donc, nous avons la supervision du bureau de Nantes qui est géré par Madame Jocelyne Hérault de Talec, qui couvre, comme vous le voyez, une zone assez conséquente, la Bretagne, la Normandie, le Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire. Nous avons également 2 personnes dans l'équipe,
Madame Laurence Bilbao qui gère Île-de-France et Madame Patricia Debette qui est responsable des Hauts-de-France et qui a vraiment porté ce séminaire et je l'en remercie tout spécialement. Nous avons également un bureau à Strasbourg et un bureau à Lyon avec les zones que vous voyez et je vais arrêter mon PowerPoint et laisser le mot à mes collègues pour se présenter. Patrice, micro. On ne t'entend pas, voilà. Oui, voilà. Bonjour à tous. À force d'être prudent et de couper son son, on en oublie de le réactiver quand il faut. Donc, effectivement, donc Patrice Legrel en poste à Lyon, avec une petite équipe. Donc, nous sommes 3 personnes que beaucoup d'entre vous connaissez déjà, puisque nous avons Martine Colombier qui travaille donc physiquement dans les mêmes bureaux que moi à Lyon. Et qui s'occupe principalement de toutes vos demandes concernant la région, la grande région, deuxième région économique de France, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Un grand nombre d'entreprises wallonnes et qui s'intéressent au marché français commencent en général par la région Île-de-France, la région parisienne, les Hauts-de-France, le Grand Est. Et puis, la troisième, je dirais, le troisième axe de développement se fait en général en région lyonnaise, étant donné la densité, la grande activité de la région et la performance économique. Et puis, troisième personne dans l'équipe, c'est Laure Dorafé, qui est physiquement basée dans la ville de Montpellier, mais qui appartient au bureau de Lyon, à l'équipe, on va dire, du Sud, et qui va, elle, s'occuper principalement des demandes qui concernent la deuxième grande ville ou métropole en termes de population, qui est la région de Marseille, la métropole de Marseille, donc étendue à la région Sud, et également qui s'occupe avec moi de la région Occitanie et Sud-Ouest, où nous n'avons pas une présence physique, mais où nous gérons à distance. Voilà, je cède la parole à mon collègue Martin Cardoun pour le Grand Est. Bonjour à tous, Martin Cardoun pour le Grand Est, la Bourgogne et la Franche-Comté. Bon, sur le marché français, ce n'est pas Cardoun parce que le son est incompréhensible, c'est Cardoen, ce serait plus simple. Moi, je suis arrivé il y a moins d'1 an, donc je connais essentiellement une approche condition Covid en France, donc j'espère que 2021 sera plus intéressant. Nous sommes aussi responsables ou le point de contact pour la grande région, donc évidemment en collaboration avec nos collègues du Luxembourg et de l'Allemagne également. Voilà, merci. Et je reprends la main pour vous introduire, comme je vous le disais, à ma collaboratrice qui supervise tous les Hauts-de-France, Patricia Debette, qui a été vraiment la cheville ouvrière de ce séminaire avec qui vous étiez principalement en contact. Oui. Donc, bonjour à tous, Patricia Debette pour la région Hauts-de-France. Donc, je suis en charge de la diffusion des offres commerciales auprès des agents commerciaux de mon fichier situé sur la région Hauts-de-France. Je transmets également les offres auprès de la Chambre professionnelle des agents commerciaux à Lille, avec laquelle je collabore depuis de nombreuses années. Et maintenant, je laisse la parole à Madame Leclerc pour la présentation du métier des agents commerciaux en France, car Madame Bonassi a eu un impératif et ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Voilà, donc c'est à toi, Martine. Bien, et je vous partage tout de suite la présentation de Madame Bonassi. Alors, on va faire pour un mieux. Affichage, mode plein écran. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le Q&A, hein, qui est en bas dans le milieu de votre écran. Bien, les agents commerciaux, qu'est-ce que c'est qu'un agent commercial? Tout d'abord, par rapport, par exemple, à un VRP qui a un représentant commercial salarié, en tout cas plus ou moins assimilé, par rapport à un courtier, un apporteur d'affaires, un agent commercial, c'est un professionnel indépendant. Donc, il relève des professions libérales. Il n'y a pas de lien de subordination comme vous auriez dans un contrat de travail employé-employeur. Donc, vous êtes vraiment 2 parties indépendantes dans le contrat. C'est une personne qui est rémunérée à la commission sur le chiffre d'affaires et qui est en général multicarte. Donc, il ne représentera pas que vous, mais il aura plusieurs produits et il travaillera pour plusieurs sociétés. Ce qui est important de savoir, c'est que la dénomination d'agent commercial est exclusivement réservée à un statut duquel ni vous ni l'agent ne peut déroger. Donc, c'est bétonné dans la loi.
L'agent commercial, par définition, c'est un intermédiaire mandaté. Mandaté par qui? Vous, Société Wallonne, qui êtes les mandants, lui étant le mandataire. Mandaté pour faire quoi? Pour négocier et conclure des contrats commerciaux en votre nom et pour votre compte. Donc, négocier et conclure. Chaque terme est important dans la définition. Il n'y a donc pas ce lien de subordination employé-employeur, ce qui veut dire une relation plus libre entre votre mandataire et vous. Et cela inclut la notion qu'il faut un échange constant d'informations. Échange d'informations, pourquoi? Pour l'agent, parce qu'il doit connaître votre produit et votre entreprise, et pour vous, parce que l'agent va vous expliquer son marché, sa clientèle. Donc, il y a un échange. Cet échange d'informations, il est fondamental dans la notion d'agent commercial. Le contrat d'agent, c'est un mandat d'intérêt commun, on va en reparler, qui gère cette relation, qui définit cette relation, qui est finalement une relation gagnant-gagnant. Et donc, je vous disais, le statut d'agent commercial, il a été bétonné dans la loi française de manière assez récemment, finalement, en 1991, mais il existe également au niveau européen, puisqu'il y a une directive européenne qui le spécifie, de 1986, et un groupe de travail qui travaille constamment sur la question, qui n'est pas sans impact d'ailleurs au niveau jurisprudence sur ce qui sera appliqué en France, mais aussi dans les autres pays européens, notamment sur cette notion de négociation. Il faut que vous sachiez aussi que tous les agents commerciaux que vous rencontrerez ne sont pas nécessairement les agents commerciaux auxquels vous l'entendez, donc pour représenter un produit. Il y a également des agents commerciaux dans l'immobilier qui sont tenus de s'enregistrer au registre spécial des agents commerciaux. Voilà, donc tout le monde inscrit au registre spécial des agents commerciaux n'est pas nécessairement l'agent commercial dont vous rêvez. Voilà. Alors, les agents commerciaux, combien y a-t-il d'agents? Il y a à peu près 450 000 agents commerciaux en Europe, à peu près 6%, donc à peu près 30 000 agents commerciaux en France, pour un chiffre d'affaires non négligeable, comme vous pouvez le voir, 950 milliards d'euros et 65 milliards d'euros en France. Là, je vous parle avec ma casquette de conseillère économique et commerciale. Pour avoir été auparavant en Suède, tous les pays ne fonctionnent pas avec des agents commerciaux. Donc, l'Allemagne, ça marche très bien. La France, nous avons la chance. C'est un concept qui est assez bien implanté ici. Les pays nordiques, c'était moins le cas, pour information. Quels sont les mandants de l'agent commercial? Il y a forcément, comme vous, des sociétés étrangères, mais il y a aussi des sociétés françaises. Ce n'est pas nécessairement international. En majorité, par contre, des petites et moyennes entreprises ou industries. Et donc, l'agent commercial, c'est vraiment l'acteur du projet, de votre projet de développement de clientèle pour un secteur géographique déterminé. Comment est-ce qu'un agent commercial est structuré? Je vais dire, 80% des cas, c'est une entreprise individuelle, donc en nom propre. Et dans 20% des cas, ce sera aussi une société, soit une société à responsabilité limitée ou une entreprise unipersonnelle, donc une seule personne à responsabilité limitée également, etc. Une fois que, si l'agent est structuré en société, ça veut dire qu'il est automatiquement inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux, mais aussi au registre de commerce des sociétés. Encore une fois, c'est une minorité des cas. Quelles sont les missions de l'agent commercial? Ça veut dire ce qu'il fait, mais aussi ce qu'il ne fait pas, c'est important. Donc, la prospection, la négociation, la vente, la gestion de la relation client-fournisseur, des études de marché, des études techniques. Vous ne voyez pas, par exemple, nécessairement le marketing ou l'implémentation des ventes. C'est-à-dire que vous pouvez mandater un agent commercial qui va, par exemple, vous conclure 10 000 contrats sur les Hauts-de-France. Si vous, derrière, n'êtes pas là pour implémenter ce que lui vend, malheureusement, ce ne sera pas une relation gagnant-gagnant. Voilà. Donc ça, Maître Grignon du Moulin va vous développer un petit peu sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Au niveau des compétences, quand vous choisirez votre agent commercial, un agent commercial, il est expert de son secteur d'activité sur une zone géographique déterminée. Ça veut dire qu'il a une bonne connaissance de son marché, ça veut dire qu'il connaît bien son fichier clientèle. Son but, vraiment, comme il est payé à la commission, c'est de l'optimiser, de développer sa clientèle. Pour ça, il a besoin d'une maîtrise technique du produit, maîtrise que vous devrez lui apporter en tant que mandant. Il connaît éventuellement les langues étrangères, mais enfin, appelons un chat un chat, en France et surtout en français qu'on vend. Et puis, il a la maîtrise des outils multimédia, le cas échéant. Quelques qualités requises suite à ça pour trouver votre agent. L'agent, c'est quelqu'un qui a un sens commercial, un sens de la communication. C'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui est réactif. Donc, quand il reçoit une commande du client, il vous l'envoie directement. C'est quelqu'un qui est aussi proactif pour comprendre les besoins futurs de ses clients.
et vous en faire part, qui a donc une bonne faculté d'adaptation et une très bonne faculté, un très bon sens de l'organisation pour gérer toutes ses cartes, pour gérer tout son portefeuille de clients et pour pouvoir rebondir. Donc, quelqu'un d'assez indépendant. C'est votre homme ou votre femme de confiance. Loyauté, professionnalisme, on y reviendra, c'est vraiment des notions très importantes dans le contrat d'agence. Loyauté et professionnalisme vis-à-vis du mandant et l'informer en toute transparence sur ce que l'agent commercial fait. Donc, votre agent est censé vous informer de manière transparente sur son activité, sur son marché. Quel est l'avantage de recourir à un agent commercial? Il n'y a pas de charge fixe pour vous, c'est-à-dire pas de loyer à payer. Il n'y a pas de charge sociale non plus, puisqu'il n'y a pas cette relation d'employé-employeur. C'est vraiment un contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de coût. C'est-à-dire que votre agent, bien, avant de rentabiliser un produit, doit quand même faire des démarches marketing et investir un peu dans le marketing. Et ça, ce sera à vous de le payer. Donc, ce n'est pas zéro coût non plus. Pensez aussi que votre agent, quand il accepte un produit, eh bien, il va nécessiter au moins un minimum de 3 mois, 3 mois, peut-être un an, parfois, avant de faire les premières ventes. Ça veut dire qu'un agent qui est multicarte, eh bien, n'accepte pas nécessairement tout le temps des nouveaux produits, il doit d'abord rentabiliser les derniers produits avant d'en accepter des nouveaux. Et il faut un certain temps avant que les premières ventes tombent. Avantage pour vous, mandant, c'est également la simplicité administrative, on l'a dit, pas de contrat de travail, une rémunération uniquement à la commission qui est la motivation principale et quotidienne de l'agent commercial. Et puis aussi, l'agent commercial vous apporte toute sa connaissance de son secteur et de sa clientèle. Le contrat, là je vais brosser rapidement parce que Maître Grignon du Moulin vous en dira plus après. Donc c'est un mandat d'intérêt commun qui assure l'intérêt des deux parties, aussi bien celle du mandant que celle du mandataire. Le contrat est idéalement écrit, il n'est pas obligatoire mais c'est recommandé. Et il est vivement conseillé à un agent commercial d'avoir plusieurs mandants. Sachant que quand vous concluez un contrat avec un agent commercial, lui, en général, est affilié à sa fédération locale et donc va faire relire ce contrat bien par la fédération et par les juristes qui sont à sa disposition. Le contrat, Maître Grignon du Moulin va y revenir, comporte plusieurs clauses, produits, territoire, exclusivité, territoriale, taux de commission, durée, etc. Une clause de non-concurrence, un mot sur le préavis, les indemnités de fin de contrat, les possibilités de résiliation, etc. Je n'entre pas dans les détails parce que vous en saurez plus bientôt. La rémunération, donc la commission est due sur le chiffre d'affaires qui est encaissé. Parfois, l'agent négociera avec vous à un fixe éventuellement. On définit dans le contrat le taux de commission et le délai à laquelle ces commissions sont réglées. Les notions importantes du contrat d'agence commerciale, c'est, on en a déjà parlé, la loyauté et l'information réciproque, donc aussi bien de votre part que celle de votre agent. Encore une fois, donc pour rappel, l'échange d'informations permet à l'agent de connaître votre entreprise, votre produit, donc vous devrez vraiment le former, et lui va vous donner un feedback par rapport à son marché, à ses clients et à leurs attentes. Il y a une clause de non-concurrence, donc l'agent ne peut représenter une entreprise concurrente sans votre accord préalable en tant que mandant. Il va de soi que vous ne pouvez pas non plus mandater un autre agent quand vous avez donné l'exclusivité pour un certain produit, pour un certain territoire à un agent. Justement, donc territoire et exclusivité, en cas d'exclusivité sur un territoire ou auprès d'une clientèle définie, l'agent percevra des commissions sur toutes les ventes directes ou indirectes émanant de ce secteur ou de cette clientèle. Donc ça, c'est important de le savoir. Et il y a cette notion aussi de permanence, c'est-à-dire que vous êtes lié à votre mandataire, à votre agent, jusqu'à la fin du contrat. Un contrat d'agence peut être transmis, il a une valeur patrimoniale, c'est-à-dire qu'un agent, par exemple, qui représenterait aussi bien des entreprises, qui a un portefeuille de clients dans la bière et un portefeuille de clients dans l'alcool fort, décide de se séparer de la partie alcool fort, il peut revendre ses cartes, mais il ne peut pas les revendre sans votre accord. Si par contre, vous, de votre côté, vous décidez de résilier le contrat de votre agent, soit l'agent commet une faute grave et voilà, vous n'aurez pas d'indemnité à payer, encore faut-il le prouver, soit ce n'est pas justifié ou ce n'est pas prouvé, et à ce moment-là, votre agent a droit à une indemnité compensatrice pour le préjudice subi. Un mot avant de clôturer mon intervention sur la Fédération nationale des agents commerciaux, la FNAC. Donc, c'est vraiment au niveau français, puis au niveau régional. Elle a été créée en 1898.
Elle rassemble à l'heure actuelle 12 chambres régionales, dont la Chambre professionnelle des agents commerciaux du nord de la France qui nous a communiqué cette présentation. Son objectif, c'est d'assurer la promotion, la représentation et la défense de la profession d'agent commercial, donc elle défend les agents, et elle est gérée par des agents commerciaux expérimentés, des bénévoles et quelques permanents. Elle est membre également de la International United Commercial Agents and Brokers, de la UCAP, qui est donc la fédération mondiale des agents commerciaux, donc notamment avec les fédérations américaines, canadiennes, etc. Voilà, je passe la parole maintenant à Maître Grignon du Moulin, qui vous en dira plus sur tout l'aspect légal des contrats. Votre son, Maître Grignon du Moulin? Votre micro, voilà. Le micro, il est en bas. Ah, voilà, parfait. Bonjour, je suis Gaël Grignon du Moulin, avocat au barreau de Paris depuis 30 ans. Et ça fait 30 ans que j'accompagne la Fédération nationale des agents commerciaux en tant que conseil. Et aussi, je suis le représentant à l'UCAB. Nous avons un réseau d'avocats et nous travaillons sur les jurisprudences et les législations dans le monde entier sur les agents commerciaux. Alors, je vais vous faire un petit exposé. C'est assez difficile d'être assez complet et en même temps vous apprendre des choses parce que le domaine est assez vaste, mais je vais essayer de procéder par points, par idées plutôt. Et puis, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez me poser des questions précises par la suite. Alors, la première question qui se pose quand vous rencontrez un agent, c'est de savoir si vous faites ou vous ne faites pas un contrat. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un contrat? Parce que un contrat, c'est un terme amphibologique. C'est-à-dire que ça désigne en même temps le contenu et le contenant. Alors, un contrat, ce n'est pas forcément, dans la langue française, un écrit. Un contrat peut être formé verbalement à partir du moment où on a un accord de volonté. Donc ça, c'est un contrat. Donc, il faut faire attention lorsqu'on parle, est-ce que vous avez un contrat, vous n'avez pas de contrat. Comme M. Jourdain, il y a beaucoup de personnes qui ont des contrats qui ne savent pas qu'ils sont liés contractuellement. Ils n'ont pas de contrat écrit, mais ils sont liés contractuellement. Donc vous avez compris la différence. Il y a dans la législation européenne, donc le contrat n'est pas obligatoire. Donc, mais le problème du contrat, c'est le problème de la preuve du contrat, simplement. Si vous n'avez pas de contrat écrit, vous allez avoir plus de mal à prouver le contrat et les obligations des uns et des autres. Donc en France, le contrat écrit n'est pas obligatoire pour l'application du statut. Il y a quelques pays qui ont pu, grâce à la directive, exiger qu'il y ait un contrat écrit. Ce sont les pays qui sont plus formalistes que nous, mais nous ne sommes pas formalistes. Donc il suffit qu'il y ait un accord de volonté pour qu'il y ait l'existence du contrat. Alors, l'autre question du candide, c'est de savoir pourquoi finalement, puisque je vous ai dit que vous pouvez avoir un contrat sans avoir d'écrit, pourquoi faire un contrat? Bon. Alors, c'est une question qui peut vous paraître naïve, mais elle n'est pas si naïve que ça, parce que on peut, en tant qu'agent, et donc le mandant doit faire attention, il peut être plus intéressant dans certaines conditions de ne pas avoir de contrat écrit. Donc, il vaut mieux avoir pas de contrat qu'un mauvais contrat. Voilà. Donc, l'agent peut, ou le mandant peuvent préférer, avec des raisons qui sont et des motivations qui ne sont pas forcément très bonnes, préférer ne pas avoir de contrat. La loyauté contractuelle, la loyauté et la bonne foi exigent normalement des deux parties qu'ils fassent un contrat. C'est quand même la meilleure manière de commencer une relation contractuelle. Voilà. Alors, même si ce contrat est voué un jour ou l'autre
à être rompu ou à être terminé, on recommande d'établir un contrat. Ce sera d'ailleurs la première négociation qui sera faite par l'agent avec son mandant. Et donc la première épreuve qui permettra au mandant de voir s'il a un bon agent négociera bien son contrat. Voilà. Donc un contrat, c'est nécessaire pour que chaque partie sache ce qu'il attend de l'autre partie, et ça fixe un guide qui sera bien utile à chaque moment, parce que lorsqu'on commence, tout est beau, tout est merveilleux, c'est un peu comme le mariage, mais on sait comment se terminent aujourd'hui les mariages statistiquement. Il y a 2 divorces sur 3 mariages à Paris. Donc le contrat va être très utile pour arbitrer et surtout pour fixer les objectifs des uns et des autres. Je dis toujours que l'imprécision provoque une détérioration des relations quand on n'est pas précis, quand on ne sait pas ce qu'on attend de l'autre. Eh bien, on va vers des difficultés. Donc, je pense que c'est important que les parties établissent des contrats et les négocient. La négociation du contrat est importante. Il faut que ce contrat soit équilibré. La loi, effectivement, permet de rééquilibrer la position dominante du mandant par des mesures de protection, on va les voir. Et donc, le contrat doit comporter un certain nombre de clauses minimales pour qu'on puisse appliquer le statut et qu'on puisse avoir un accord clair. Alors, on peut se limiter à une lettre d'engagement à partir du moment où on a les 3 choses principales. La première, c'est la qualité, préciser qu'il agit bien en qualité d'agent commercial. Ensuite, l'objet du contrat, c'est-à-dire quels sont les produits ou les services qu'il doit vendre. Préciser ensuite le périmètre, c'est-à-dire la clientèle qui est visée, le territoire. Et enfin, la rémunération. Si vous avez ces 5 points-là, qui peuvent être rédigés sur une lettre, vous avez un accord qui peut exécuter, même si il n'est pas forcément très précis. Donc, je vous ai dit que l'écrit n'est pas exigé. Toutefois, il y a par exemple une exigence que pose la loi, une exigence écrite, c'est notamment la clause de non-concurrence post-contractuelle. Je ne parle pas de l'obligation de non-concurrence pendant la durée du contrat, je vais vous en reparler après. Donc, une des rares choses qui doit être écrite, et si elle n'est pas écrite, elle n'est pas valable, c'est la clause de non-concurrence post-contractuelle. C'est-à-dire que lorsque l'agent cesse sa relation, si le mandant veut le contraindre à respecter une obligation de non-concurrence après la rupture, eh bien, il faut que cette clause soit écrite. Si elle n'est pas écrite, elle n'est pas valable. Il y a aussi un autre cas qui est si l'agent doit avoir une activité d'agence accessoire, c'est-à-dire qu'en fait, on peut prendre le cas d'un agent qui est importateur, revendeur, et il aurait une activité accessoire, qui ne serait pas son activité principale, donc d'agent commercial. Dans cette hypothèse, il faut absolument que le contrat soit écrit et précise qu'il s'agit d'une activité d'agence commerciale accessoire. Voilà les 2 cas, avec aussi le cas de la durée déterminée du contrat. Si vous voulez avoir un contrat à durée déterminée, il faut que ce soit écrit. Voilà les seules conditions écrites pour que
qui sont posées par le législateur. Alors, le contrat, qu'est-ce qu'il doit contenir? Alors moi, je fais les choses de manière négative. C'est plus simple de dire ce qu'il ne doit pas contenir, puisque c'est la loi qui le prévoit. Donc la loi, elle est faite de la manière suivante. Vous avez une énonciation des articles qui est supplétive de la volonté des parties. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'avez rien prévu, d'où l'intérêt effectivement d'avoir un contrat et de prévoir les obligations. Si vous n'avez rien prévu dans un contrat, une lettre d'engagement, eh bien, la loi va s'appliquer sur un certain nombre de points. La loi va s'appliquer puisque vous n'avez rien prévu, on va appliquer les articles de la loi. Si vous avez prévu, eh bien, un certain nombre des articles de la loi ne vont pas s'appliquer parce qu'il s'agit d'articles qui sont supplétifs de volonté, c'est-à-dire qui ne sont pas obligatoires. La loi, elle prévoit seulement donc les clauses qui sont interdites. Donc, il y a un certain nombre de clauses qui sont interdites, c'est-à-dire les choses qu'on ne peut pas faire dans un contrat. Donc, je vais commencer par ça, parce que c'est les choses les plus importantes. Alors, la première chose qui est interdite, c'est de dire que vous faites un contrat en disant que ce n'est pas un contrat d'agent commercial, alors que c'est un contrat d'agent commercial. Oui. Ça, on ne peut pas déroger à la définition de l'agent commercial. Autrement dit, si dans les conditions effectives d'exécution du contrat, l'agent agit, fait des missions qui sont les missions qui sont celles de l'agent commercial tel qu'il est défini par la loi, eh bien, vous ne pouvez pas changer cette qualification. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que certains mandants ont profité d'une certaine jurisprudence qui définissait la négociation, le pouvoir de négociation qui est au cœur de la définition de l'agent commercial. D'ailleurs, je précise que le rôle d'un agent, c'est de négocier ou conclure des contrats. Quand on dit ou conclure, il y a très peu d'agents qui concluent les contrats. Ils préparent la conclusion des contrats, mais ils ne les concluent pas. Parce que c'est le mandant qui a la signature sociale et c'est lui qui conclut les contrats. J'ai rarement, en 30 ans d'activité, rencontré des agents qui signaient les contrats à la place du mandant. C'est ce qui est normal. En revanche, ils les préparent et généralement, ils sont toujours approuvés, confirmés par le mandant. Donc, le rôle de conclusion, il n'existe pas. Enfin, j'ai rarement vu des agents qui concluaient donc des contrats. En revanche, la négociation, le pouvoir de négociation, c'est le pouvoir de traiter au nom et pour le compte du mandant auprès du client pour le convaincre d'acheter. Alors, une jurisprudence particulière de la Cour de cassation française interprétait de manière extrêmement restrictive la notion de négociation en indiquant que la négociation, pour elle, c'était la possibilité pour l'agent de pouvoir modifier les prix ou les conditions du contrat, ce qui est absolument faux. Donc là, vous avez l'exemple d'une condition que vous allez mettre, qui n'existe pas pour être agent commercial, et qui va exclure le champ d'application du statut dont je vous parlais, et qui n'est pas possible. Donc, moi, je suis allé devant la Cour de justice de l'Union européenne pour faire interpréter ce terme de négociation, qui est au cœur de la définition de l'agent commercial et qui fait dépendre l'application ou pas du statut, et donc de la protection, pour que la Cour précise à Bruxelles qu'effectivement, là, on entend négociation simplement la possibilité de traiter, de préparer les contrats et non pas de modifier ou
fixer les prix. Donc la clause, quelles sont les clauses qui sont contraires au statut d'agent commercial et qui donc, si elles figurent dans le contrat, sera réputée nulle. Vous avez l'obligation fondamentale de l'agent et du mandant, qui est l'obligation, le devoir de loyauté et d'information, qui est posée par l'article 134.4. Cela ne peut pas être d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas avoir de clauses qui vont à l'encontre de cette obligation de loyauté et d'information. Alors, qu'est-ce que c'est l'obligation de loyauté pour un agent ? Eh bien, c'est effectivement de ne pas d'exécuter évidemment conformément aux instructions de son mandant, le mandat. Et pour le mandant, c'est évidemment de lui fournir toutes les informations, notamment les affaires qui sont faites, communiquer les chiffres d'affaires, ne pas tricher sur des affaires qui ont été réalisées sans que l'agent puisse être informé ou rémunéré. Voilà. Donc, l'autre clause, c'est auquel le mandant ne peut pas déroger, c'est l'obligation, c'est de mettre son agent à même d'exécuter son contrat. On ne peut pas ne pas lui donner les moyens. Si par exemple, je prends l'exemple d'un contrat dans lequel on va tout d'un coup augmenter les prix de manière à ce que le produit ne puisse plus être vendu sur le marché parce qu'il est trop cher et le mandant le sait très bien, c'est une manière de rendre impossible l'exécution du mandat par l'agent. Donc ça, c'est contraire à l'obligation du mandant de mettre à même l'agent d'exécuter son contrat. Les autres clauses plus sensibles sont les clauses qui sont contraires à l'indépendance. On vous a dit que l'agent était indépendant, c'est l'indépendance de l'agent. L'agent commercial est un chef d'entreprise comme le mandant, donc qui va organiser non seulement donc son activité, il peut s'adjoindre des salariés, des sous-agents, mais également organiser son temps, ses visites. Alors, tout ça, ça ne peut pas être régi de manière subordonnée, un peu comme un contrat de travail. Si vous avez des clauses qui régissent trop strictement l'emploi du temps, l'organisation du temps, les visites, les comptes rendus, la reddition de comptes, ou par exemple imposer à l'agent qu'il soit mono-mandant, c'est-à-dire qu'il n'ait qu'un seul mandant et qu'il ne puisse pas représenter d'autres mandants. Eh bien, ou par exemple lui interdire de recruter des sous-agents. Ça, ce sont des clauses qui sont contraires à l'indépendance de l'agent commercial. Donc ça, la loi répute nul ce type de clause. Vous avez des clauses donc ensuite qui sont contraires, qui sont obligatoires, c'est-à-dire le paiement des commissions. Alors le paiement des commissions, vous avez l'obligation, c'est assez limité, hein, on ne peut pas payer, l'obligation de paiement de la commission ne peut pas être supérieure à un trimestre plus un mois. C'est-à-dire, en fait, vous réalisez un chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas déclarer, vous pouvez faire des relevés de commission à un agent qui sont au minimum sur le trimestre, donc ça ne peut pas être supérieur au trimestre, et ça doit être payé dans le dernier mois, le dernier jour du mois qui suit le trimestre. Donc ça, si vous avez une clause qui prévoit par exemple un paiement sur un an avec l'année prochaine, un relevé sur un an avec un paiement sur l'année prochaine, c'est contraire à cette obligation de faire des relevés
trimestriel et de régler les commissions le mois suivant. On peut faire moins, vous pouvez faire mensuel, mais vous ne pouvez pas faire plus. Il y a également le fait que le mandant ne peut pas s'abstenir de payer une commission si effectivement l'opération qui a été conclue par l'agent n'a pas pu être réalisée par la faute du mandant. Donc s'il y a des clauses qui indiquent que, quel que soit le cas, si la transaction, l'opération n'est pas vendue, la vente n'a pas été faite, l'agent n'a pas droit à commission alors que cette vente n'a pas été faite par la faute du mandant, eh bien, c'est une clause qui est contraire au statut. Alors, les clauses interdites les plus connues, qui font partie du hardcore, c'est-à-dire du statut béton de l'agent commercial, qui protège l'agent commercial, c'est essentiellement les clauses qui limitent le préavis. Il y a un préavis qui est minimum d'1 mois par année d'activité, donc 1 mois jusqu'à 3 mois, 3 ans. Après, si vous avez plus de 3 ans, vous avez un préavis obligatoirement minimum de 3 mois, mais pas, si vous faites plus, vous pouvez faire plus, mais vous ne pouvez pas faire moins. Question, le préavis, c'est aussi bien pour le mandant que pour le mandataire? Oui, c'est absolument. Okay. Alors, donc là, vous avez le préavis, ça, on ne peut pas donner moins un préavis inférieur à 1 mois si vous avez 1 an, inférieur à 2 mois si vous avez 2 ans, et inférieur à 3 mois si vous avez 3 ans. Au-delà, vous pouvez respecter le préavis que vous voulez, mais il faut qu'il soit minimum de 3 mois. Vous avez l'autre clause, la clause qui n'est pas possible et non, c'est une clause qui porte atteinte au droit à indemnité de l'agent, puisque la particularité du statut de l'agent commercial, c'est l'indemnisation en cas de cessation du contrat, hors cas de faute grave. Donc, ces clauses-là sont très réglementées, ce qu'on appelle des clauses d'ordre public. Donc, vous ne pouvez pas prévoir une clause qui vous exonère de l'indemnisation en cas de fin de contrat. Une clause qui dit en cas de cessation du contrat, aucune indemnité sera due, c'est une clause qui est contraire à la loi. Autre clause contraire à la loi, ce serait une clause qui prévoirait à l'avance le montant de l'indemnité. Il appartient au juge d'apprécier éventuellement l'indemnité au moment où le préjudice est réalisé et non pas aux parties de prévoir le montant de l'indemnité ou de fixer le montant de l'indemnité. Donc, toutes les clauses qui dérogeraient, qui fixeraient le montant à l'avance au détriment de l'agent commercial seraient réputées non écrites. Donc ça, c'est la clause principale, la plus sensible, qui effectivement qu'il faut retenir. Il y a d'autres clauses aussi qui sont indirectement contraires au statut et qui sont assez fréquentes, qu'on voit assez fréquemment, qui sont les clauses qui empêchent la cession du contrat. Comme on vous l'a dit, en France, on considère que ce contrat a une valeur, le contrat d'agence a une valeur patrimoniale qui est cessible, et donc on ne peut pas prévoir des clauses qui interdiraient la transmission du contrat. Donc, souvent, ce sont des clauses indirectes qui prévoient, par exemple, des clauses institut personae où on exige que la personne avec qui on a contracté doit être, qu'on a contracté en considération de la personne, et que donc, si cette personne-là n'est plus là ou disparaît, eh bien, le contrat est rompu. Alors, certes, il est rompu, mais il ne peut pas... on ne peut pas priver l'agent de l'indemnité parce que ce n'est pas une cause. On ne peut pas
attenter à la possibilité de présenter ou de succéder, de transmettre le contrat. D'où l'intérêt d'ailleurs d'organiser, d'avoir une clause qui organise la cession du contrat, qui permet au mandant de vérifier l'aptitude des candidats présentés. Donc, je vous ai fait un petit topo sur les clauses qui étaient interdites, qui donc sont sanctionnées par la nullité. C'est assez simple, vous pouvez aller vous reporter à la loi, et vous avez un article, qui est l'article L134-16, qui est exactement le même article qui existe dans la directive, et qui indique tous les articles qui sont d'ordre public, c'est-à-dire les articles auxquels on ne peut pas déroger. C'est l'article L134-16, et on vous dit l'article 1, on ne peut pas y déroger, l'article 2, on ne peut pas y déroger, l'article 2. Donc vous avez l'énumération de tous les articles à laquelle on ne peut pas déroger. Et tous les autres articles sont des articles supplétifs, c'est-à-dire, comme je me répète, ce sont des articles qui s'appliquent uniquement si les parties n'ont pas prévu de disposition. Alors, ce que je voudrais aborder avec vous maintenant, on va très brièvement, mais je vais essayer c'est de voir avec vous donc la construction d'un contrat et de voir un peu comment on peut construire un contrat, préparer un contrat, les différentes clauses, très importantes. Il nous reste, Maître, 3 minutes au niveau de timing parce qu'on a de nombreuses questions dans le chat. Alors, je vais dire ce qui est important. La première question qui se pose, surtout là je parle à des mandants étrangers, c'est il va se poser la question de la loi applicable. Est-ce qu'on applique la loi belge ou est-ce qu'on applique la loi française? Bon. Donc ça, il va y avoir une négociation qui va se faire, ce qui peut expliquer d'ailleurs que certains agents préfèrent ne pas avoir de contrat parce qu'ils savent que s'ils vont négocier le contrat avec leur mandant, le mandant va exiger par exemple sa loi nationale, qui ne va pas pouvoir l'imposer. Oui. Donc la première question, c'est la loi applicable. Généralement, on applique la loi du lieu de l'agent, de l'exécution de l'agent, mais bon, ce n'est pas obligatoire. C'est une question qui se pose et qui doit être posée pour les mandants, ce qui est quand même, bon, pour eux, c'est naturel de prendre d'appliquer leur loi, sachant qu'effectivement, on a une loi qui n'est pas uniformisée avec la directive, mais qui est harmonisée sur les points principaux. Tous les points que je vous ai indiqués avec les clauses qui sont interdites, elles existent également dans la loi belge. Il n'y a pas de différence entre la loi belge ou la loi française sur les clauses interdites, sur notamment la protection de l'agent. Les clauses les plus importantes, c'est les clauses qui concernent l'exclusivité, les clauses qui concernent l'obligation de non-concurrence pendant la durée du contrat, qui doit être bien définie, parce que il faut savoir sur quoi porte l'obligation de non-concurrence. La rédaction de la rémunération de l'agent aussi, de savoir si l'agent a droit à des commissions sur les affaires directes, indirectes, dans quelles conditions il a une exclusivité de secteur géographique. Ça, c'est des clauses très sensibles. Une bonne définition également de la mission, parce que l'agent peut avoir une délégation totale. Un agent commercial, c'est un peu le département commercial d'une société. Donc, on peut lui déléguer, ça peut aller du marketing, effectivement, ça peut aller de la politique commerciale, des prix, ça peut être l'étude de marché, ça peut être jusqu'à la prévente, ça peut être très très large comme ça peut être très réduit. Donc, ce qui est très important dans un contrat, c'est bien définir la mission de l'agent. Concrètement, qu'est-ce qu'on attend de lui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Vous avez aussi, donc
je vous ai parlé de la clause de non-concurrence post-contractuelle, qui est importante pour le mandant. Le respect des équipes des co-contractants, c'est important aussi, que le mandant ou que l'agent ne vole pas les salariés ou l'équipe commerciale des uns et des autres. Il est aussi important de bien préciser l'objet du contrat, parce que souvent, les produits évoluent, les gammes évoluent, il y a des nouvelles marques et il faut bien préciser ce qui est du champ d'application de l'agent, ce qu'on confie à l'agent, le produit qu'on confie à l'agent, parce que souvent, ces produits évoluent avec le marché, et donc il faut être faut prévoir les évolutions de gamme. Ce qui n'est pas d'ailleurs sans influence sur l'obligation de non-concurrence. Voilà, c'est un petit peu court, mais merci beaucoup. Je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous pourrez poser. Merci beaucoup, Maître Grignon-du-Moulin, pour cet aperçu, néanmoins quand même très très concret, et qui a suscité d'ailleurs pas mal de questions dans le Q&A. Martin, est-ce que tu as une première question? Je te laisse la gestion. Maître, il nous faudra peut-être 2 heures parce qu'il y a quand même pas mal de questions, mais certaines se recoupent. Je vais les prendre dans l'ordre d'adhésion des participants. Donc, beaucoup sont liés au niveau de la résiliation du contrat. Donc, la première question, c'est en cas d'insatisfaction sur les performances, est-ce que cela donne lieu à la résiliation du contrat? On a entendu qu'au niveau du marché, les montants peuvent se monter à 2 ans de commission sur le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe quand si on utilise le chiffre d'affaires qui n'ont pas encore apporté de chiffre d'affaires historique? Alors, pourquoi a-t-on prévu une indemnisation de l'agent commercial en cas de cessation de son contrat? Parce qu'on estimait que l'agent, son rôle principal, c'est d'apporter une clientèle ou de fidéliser une clientèle, c'est la même chose, et de maintenir un courant de chiffre d'affaires au profit du mandant. Si on rompt le contrat, l'agent perd ce courant d'affaires, perd la finalité du contrat qui est la constitution d'un marché. Donc, il perd sa part de marché. Et donc, on doit l'en indemniser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si l'agent est mauvais, de 2 choses l'une. Soit il est vraiment très très mauvais, et à ce moment-là, la faute grave, il y a une carence grave dans les obligations, et donc il est simple de rompre un contrat dans ce cas-là, parce que d'abord, il n'y aura pas de chiffre d'affaires développé, il n'y aura pas, donc si vous voulez calculer une indemnité sur une absence totale de chiffre d'affaires, eh bien, elle sera pas bien grande. Hein. La réparation du préjudice d'agent ne sera pas bien grande. Bon. La question se pose pour un agent qui va être, je dirais, médiocre, moyen. C'est-à-dire qu'il va y avoir du chiffre d'affaires, mais pas à la hauteur de l'espérance du mandant. Bon. Là, la loi dit qu'il faut une faute grave. Or, une faute grave, qu'est-ce que c'est? C'est une faute qui rend impossible la poursuite du contrat. Donc, la question que vous avez le mandant à se poser, c'est est-ce que la relation est impossible? Si elle est impossible, il faut le faire très vite. Parce que si vous ne le faites pas immédiatement, ça veut dire que ce n'est pas impossible et que donc ce n'est pas une faute grave. Donc, il faut savoir que la jurisprudence est très exigeante sur ce qu'on considère comme une faute grave de l'agent. Donc, un agent qui sera moyen ou médiocre, eh bien, ce sera difficile, effectivement, d'éviter une indemnisation si vous voulez rompre le contrat. Donc, il faut, à mon avis, être attentif aux diligences de l'agent pour que soit vous rompiez suffisamment tôt parce que, bon, il n'y a pratiquement pas de chiffre d'affaires, donc vous aurez une indemnisation qui sera moindre,
Et quand vous arrivez, ou alors indemniser tout simplement, il ne vous satisfait pas, vous indemnisez l'agent. Alors l'indemnisation, elle est généralement, effectivement, traditionnellement de 2 ans. Pourquoi en France? Parce que c'est le prix auquel les agents cèdent leur carte, présentent leur carte. Donc, dans ce cas de figure, généralement, la jurisprudence retient une indemnisation de 2 années, donc 2 années de commission brute. Mais ce n'est pas une règle d'or et c'est apprécié par les tribunaux. Lorsque les contrats ne durent pas très longtemps, c'est moins. Mais effectivement, on a assez régulièrement des indemnisations de 2 ans et c'est assez difficile pour le mandant d'invoquer, enfin de s'exonérer de cette indemnisation, notamment en invoquant une faute grave, parce que une faute grave, c'est quelque chose qui est difficile à prouver. Alors, une question qui en découle et qui est liée, donc vous parlez donc de la jurisprudence et de ce que la loi dit. Donc, la jurisprudence française tend à octroyer 2 ans de commission en cas de rupture unilatérale du contrat par le concomitant, sans faute grave de l'agent. Ces 2 ans sont-ils imposés même si l'agent n'a prospecté que 6 mois, par exemple? Imposé, vous voulez dire? Oui, non. C'est une question d'appréciation, ce n'est pas automatique. Donc, il va falloir apprécier si effectivement l'agent a travaillé correctement. Est-ce qu'il a rendu compte? Est-ce qu'il a prospecté? On peut apprécier différemment, effectivement, s'il y avait déjà un chiffre d'affaires ou il n'y en avait pas, mais dans la mesure où il n'y avait pas de chiffre d'affaires, vous comprenez bien que l'agent va investir pendant un certain temps. Il faut environ attendre 2 ans avant qu'une carte commence s'il n'y a pas évidemment de chiffre d'affaires sur le secteur. Il faut attendre un peu, un minimum de 2 ans, à mon avis, pour qu'on voit à peu près, pour que le chiffre d'affaires se développe. Si vous avez 6 mois, vous allez prématurément rompre. Manifestement, vous serez trompé d'agent, parce que si vous rompez au bout de 6 mois, mais c'est vrai que 6 mois, en 6 mois, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas d'agent qui vont vous faire développer un marché en 6 mois, c'est pas possible. Vous devez, c'est assez long s'imposer sur un marché. Donc ça veut dire, si vous rompez au bout de 6 mois, c'est soit vous êtes trompé d'agent et il ne vous convient pas, ou alors vous êtes impatient. Mais normalement, on ne rompt pas au bout de 6 mois. Alors, l'indemnisation sera minime parce qu'au bout de 6 mois, il n'y aura que des frais. S'il a commencé un marché, il n'y aura que des frais. Donc, ce sera une rupture qui sera d'ailleurs assez difficile pour l'agent parce qu'il n'aura que ses frais de représentation, il n'aura aucune commission. Ce qui ne voudra pas dire qu'il n'aura pas travaillé. D'accord. Donc, lié à la question donc, de la rupture, ce sont donc le préavis de 3 mois. Donc, le préavis de 3 mois est un point très délicat car un commercial insatisfait peut, durant cette période, faire de gros dégâts auprès de la clientèle existante ou potentielle. Est-il possible de remplacer le préavis par une indemnité compensatoire? Bien sûr, non, mais s'il paie pas, si on ne fait pas exécuter l'agent son préavis, eh bien, c'est 3 mois, c'est pas la mort du pêcheur. On peut lui verser une indemnité équivalente aux commissions qu'il aura touchées, la moyenne des commissions qu'il aura touchées. D'accord. L'agent a lui aussi à respecter un préavis de 3 mois vis-à-vis de son mandant. 3 mois ou 2 mois ou 1 mois selon la durée. Alors, il y a une question qui est qui est plutôt de l'ordre très, très juridique aussi. Quand un agent ne prospecte que pour un seul concomitant, y a-t-il, de par la loi, danger qu'il soit requalifié comme, entre guillemets, travailleur sous contrat de travail? Oui, théoriquement, oui, mais ça reste assez théorique dans la mesure où il est véritablement indépendant. Et son indépendance, elle est aussi dans son organisation du travail, dans sa capacité à être libre dans sa manière de travailler. Donc, ce n'est pas uniquement une subordination économique qui pourra faire requalifier le contrat.
En revanche, s'il y a une clause dans le contrat qui indique que vous devez être mono, à mon avis, cette clause n'est pas valable. Vous devez travailler pour un seul mandant, cette clause n'est pas valable et elle pourra, parce que le mandant n'est pas censé savoir que l'agent est devenu le monocarte. Ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a plusieurs cartes, il y a des moments où il perd des cartes, et il va se retrouver avec une seule carte. Donc ça arrive dans la vie économique, et puis il va retrouver d'autres cartes. Non, ça n'entraîne pas une requalification automatiquement. Il faut regarder un certain nombre de critères. Si un certain nombre de critères sont remplis, si effectivement c'est pas parce qu'il est dans la dépendance économique qu'il est sous sa subordination et qu'on risque une requalification en contrat de travail. D'accord, merci. Des questions liées aussi à l'obligation de non-concurrence. Alors, bon, je vais peut-être vous poser les deux questions d'un coup. Donc, première question, l'obligation de non-concurrence doit être écrite, mais n'est-elle pas déjà, ne peut-elle pas être déduite de l'obligation de loyauté imposée? Voilà. Donc ça c'est bon, je n'ai pas pu être plus clair parce que c'est assez sensible. Bon. L'agent a une obligation de non-concurrence pendant la durée de son contrat vis-à-vis de son mandant. Qu'il y ait un contrat écrit ou qu'il n'y en ait pas, s'il est agent, c'est consubstantiel à la fonction d'agent que d'être loyal à son mandant, c'est-à-dire ne pas représenter les produits qui font l'objet du mandat. Bon. Après, vous avez plusieurs définitions de cette obligation de loyauté. La question qui se pose, et la loi, elle prévoit une obligation très large de non-concurrence ou de loyauté de l'agent pendant la durée du contrat, très large. Et donc, l'agent doit, à mon sens, la faire préciser. Je m'explique. Si le mandant, par exemple, vend des conserves de tomates, et il vend également des conserves d'artichauts, et il va confier à l'agent uniquement ses conserves de tomates. Et le mandant et l'agent va exécuter son contrat et un jour, son mandant va lui reprocher « mais vous représentez des boîtes de conserves d'artichauts, moi aussi je vends des conserves d'artichauts, donc vous me faites concurrence. » Et il aura raison. C'est la définition de la loi et de l'article tel qu'il est rédigé. Le législateur considère que l'agent ne peut pas représenter une société concurrente. Vous voyez que là, c'est au niveau, la concurrence est regardée au niveau de l'activité générale du mandant et non pas uniquement à l'objet du contrat. Donc, lorsqu'on rédige un contrat, il faudra bien préciser, je parle un peu pour l'agent là, que cette obligation de non-concurrence elle soit limitée à l'objet du contrat. Parce que si on ne lui donne pas effectivement les artichauts, je ne vois pas pourquoi on devrait interdire le mandant, l'agent, d'avoir une boîte d'artichauts, de représenter des artichauts. Mais ça peut se comprendre parce que on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui va vendre le même genre de produit qu'on vend et nous faire concurrence. Donc ça, c'est un point important. Mais il faut savoir que naturellement, l'agent, qui est un écrit ou pas, a cette obligation de loyauté et de non-concurrence. Donc c'est à lui de faire préciser ou de la limiter cette obligation parce que la loi est assez large et fait obligation à l'agent de respecter une obligation qui est générale à l'activité de l'entreprise du mandant et non pas uniquement à l'objet du mandat. Merci. Et lié toujours à la clause de non-concurrence, la clause de non-concurrence post-contractuelle entraîne le paiement d'une indemnité compensatoire de non-concurrence. Alors, à la suite. Vous avez bien compris que si vous voulez une obligation de non-concurrence post-contractuelle, en revanche, contrairement à l'obligation
pendant la durée, elle doit être obligatoirement écrite. Et elle doit être très bien rédigée. Et cette clause peut être conditionnée, mais elle doit être légitime, elle doit être proportionnée à l'activité du mandant et également au champ d'application du contrat. Je m'explique, si par exemple l'agent avait uniquement l'Île-de-France comme territoire, il avait l'exclusivité sur le territoire de l'Île-de-France, il ne peut pas se voir imposer une clause de non-concurrence post-contractuelle qui serait en dehors de l'Île-de-France. Donc déjà, là, il y a un exercice de rédaction très précis qui doit être fait pour que la clause soit valable. Ensuite, la clause est valable indépendamment du fait qu'elle soit ou qu'elle ne soit pas rémunérée. Il n'y a pas une obligation comme en droit du travail de rémunérer cette obligation de non-concurrence. Donc effectivement, ce sera une arme redoutable du mandant que d'imposer une clause de non-concurrence post-contractuelle, puisque, pour être clair, il n'aura pas à la rémunérer. Alors, on peut en négocier conventionnellement une rémunération, une contrepartie, mais ce n'est pas une obligation comme en droit du travail. En droit du travail, si elle n'est pas rémunérée, ou même si elle n'est pas prévue par une convention collective, elle n'est pas valable. Ce n'est pas le cas. On est entre deux parties, deux personnes indépendantes. Et donc, on peut parfaitement prévoir une clause de non-concurrence post-contractuelle qui n'est pas rémunérée. Et vous voyez bien, alors vous allez me dire quel est le lien avec l'indemnité de fin de contrat. Ben, ça n'a rien à voir, c'est tout à fait autonome. Et vous voyez l'arme qui peut être utilisée par les mandants, c'est-à-dire que si l'agent a une obligation de non-concurrence post-contractuelle et que le mandant rompt le contrat et ne lui paye pas son indemnité ou attend un procès pour lui payer son indemnité, l'agent doit respecter cette obligation de non-concurrence post-contractuelle avec ou sans contrepartie financière. D'accord. Merci bien. Je crois qu'ici, c'est une question qui est liée à l'actualité et le contexte Covid. Comment amener avec élégance et respect des lois un ou plusieurs agents à accepter des modifications aux contrats initiaux en vue d'adapter la relation aux nouvelles contingences du marché? Ah, c'est une très bonne question. Oui, Alors, c'est d'où la nécessité de rédiger un contrat et de prévoir éventuellement, pas forcément le cas de force majeure, mais prévoir des possibilités de révision du taux du mode de rémunération, parce qu'effectivement, la rémunération, c'est un point essentiel qu'on ne peut pas modifier unilatéralement, sauf à prendre l'initiative de la rupture. Le cas de Covid, vous avez précisément une nouvelle disposition, enfin une nouvelle, elle existait, mais ce qu'on appelle l'imprévision. Donc on peut prévoir effectivement d'adapter une clause à la situation. Et si il y a un désaccord de l'autre partie, saisir la justice pour demander de juger, de trancher sur la possibilité de modifier les conditions de rémunération, là, si c'est une condition de rémunération, en raison d'événements particuliers qui le justifient. Alors là, je ne vous entends plus. Vous m'entendez? Excusez-moi, c'est mon micro qui a été coupé. Est-ce que j'ai été clair? Je pense que c'était très clair et très utile. Il ne faut pas hésiter à me reformuler la question si je ne l'ai pas été. Mais je demande aux participants que s'ils veulent une précision, qu'ils reposent la question dans la section questions et réponses, et comme ça, je peux les reprendre. Une question liée à la relation donc, opérationnelle. Alors, nous utilisons un système de rapportage, donc un CRM, pour tenir une base de données évolutive des clients potentiels. Ceci permet une traçabilité et une mesure de performance, mais aussi un meilleur service.
peut-on obliger un agent à utiliser notre outil, à utiliser notre CRM? Écoutez, oui, alors je vois bien le. Écoutez, à partir du moment où il a accepté dans le contrat que effectivement c'est utile parce que ça permet une communication bilatérale à tout moment et interactive, c'est dans l'intérêt commun du contrat. Moi, je n'y vois pas d'objection, mais il ne faut pas que ce soit un moyen de suggestion abusif ou exorbitant, si vous voulez. Donc ça, il faut le regarder dans la pratique, et non pas, je ne peux pas parler en théorie, mais a priori, c'est un instrument qui est favorable à l'intérêt commun des parties, puisque l'agent, il va y retrouver des éléments d'information à jour, etc. Bon, il ne faut pas non plus que ce soit voilà, un élément de suggestion qui soit vraiment trop Contraignant. contraignant, Ouais. voilà, ou attentatoire à l'indépendance de l'agent. Alors ici, c'est directement lié à ce que vous avez déjà parlé donc des sous-agents. Donc une question pragmatique. Donc l'interdiction de prendre des sous-agents peut être justifiée par le type de produit fondu. Donc explication, nous vendons un produit qui requiert une expertise importante, acquise et qui nécessite une suite de formation approfondie. Il paraît donc normal d'interdire les sous-agents car ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas la connaissance du produit et ne sont donc pas suffisamment professionnels pour vendre le produit en question. Alors, je comprends bien la position, mais moi, je suis dans une position, disons, de principe juridique, hein, et non pas d'efficacité commerciale ou de. Alors, moi, j'estime que c'est attentatoire à l'indépendance de l'agent. Pourquoi? Parce qu'il organise son activité et il peut prendre des salariés, ou des sous-agents. Et ça ne regarde pas le mandant. En revanche, ce qui regarde le mandant, c'est que s'il le fait, c'est sa responsabilité. Donc, s'il fait le mauvais choix, et si ça ne plaît pas au mandant, parce qu'ils font mal leur travail, souvent, concrètement, comment ça se passe? Ça se passe que l'agent va demander en quelque sorte la possibilité. Il va présenter, soit il va présenter le sous-agent, soit le sous-agent sera connu et accepté en fait par le mandant. Moi, je connais aucun agent qui veulent déplaire à leur mandant en prenant des incompétents, en s'adjoignant des incompétents et des sous-agents. Et puis, c'est très dangereux, effectivement, parce que l'agent, il répond des agissements de son sous-agent, évidemment, vis-à-vis de son mandant. Donc, c'est très dangereux parce qu'il ne va pas prendre n'importe qui parce qu'il en répond. Il est juridiquement responsable de son sous-agent. D'accord. Je crois que c'est très clair. De toute façon, la loi est claire aussi à ce niveau-là. Deux questions que je vais lier parce qu'elles sont, on peut les traiter assez rapidement. Quid en cas du décès de l'agent? Le contrat est-il rompu sans indemnité? Oui, alors ça c'est un point important. Oui, alors je vous laisse d'abord répondre, oui. Oui, parce qu'il y a. Alors, il faut faire une distinction. Donc là, on est dans la clause des causes interdites, qui sont les clauses qui interdisent le fait de priver l'agent de son indemnité s'il n'a pas commis de faute grave. Vous avez deux cas. Vous avez soit c'est un agent qui est une personne physique, soit c'est un agent qui est une personne morale. Le décès de l'agent concerne uniquement la personne physique et non pas la personne morale, parce que les personnes morales sont des fictions juridiques qui ne meurent pas, même si les statuts ont une durée de vie limitée qui peut être renouvelée. Mais après, on a la possibilité aussi de prévoir une extension du cas de droit à indemnité en cas de décès du gérant de la personne morale. Ça, ce sera quelque chose de conventionnel, c'est-à-dire qui sera prévu dans le contrat,
Mais si effectivement rien n'est prévu dans le contrat et que vous avez, par exemple, le responsable de la société, l'agent qui vous avez toujours travaillé et qui décède, le contrat normalement, théoriquement, se continue, puisqu'il se continue avec la personne morale, et il n'y a pas d'indemnité. Maintenant, si la société ne continue pas, elle prendra une initiative de la rupture, puisqu'elle aura cessé son contrat, et la rupture lui sera imputable. Hein. Soit la société continue, et à ce moment-là, il n'y a pas de cessation, et il n'y a aucune conséquence du décès de la personne. Bon. Après, le décès d'une personne physique, eh bien oui, en cas de personne physique, s'il y a un décès, l'indemnité est due aux héritiers qui la réclament. Merci. Une question ici qui est plus... Et on ne peut pas prévoir de clause qui priverait les héritiers, en cas de décès, de demander ce droit à indemnité. Ça fait partie des clauses interdites. D'accord, merci. Une question liée plutôt à une approche prudente. Peut-on avoir un premier contrat à laisser, 3 à 6 mois, pour tester notre relation commerciale avant un engagement traditionnel? Alors là, j'ai beaucoup lutté aussi là, pour la nullité des clauses d'essai. Parce que je considérais que c'était attentatoire, évidemment, au principe du droit à indemnité, puisque par définition, un essai, c'est pour permettre une rupture sans indemnité. Donc, ce n'est pas que la clause est nulle en soi. Ce qui est nul, c'est de prévoir que si l'essai n'est pas concluant, au bout d'un certain temps, le contrat serait rompu sans indemnité. Vous voyez ? Ça, ce n'est pas valable. Mais en revanche, la clause d'essai est comme une clause, comme toute clause de durée. Je vous ai dit qu'il fallait que les clauses de durée soient écrites. Si vous voulez un contrat à durée déterminée, il faut que cette clause soit écrite, parce que sinon, le contrat est réputé à durée indéterminée. Une clause d'essai, c'est en fait une clause de durée, à la limite. C'est-à-dire que le temps de l'essai, c'est la durée du contrat, et puis après, on peut l'analyser comme une condition résolutoire du contrat. Donc, cette clause est tout à fait possible, mais elle ne permettra pas d'exonérer le mandant de l'indemnité. Mais c'est vrai que ça permet d'indiquer clairement, d'alerter clairement l'agent qu'on veut des résultats assez rapidement, concrets. Et donc, l'agent sera prévenu. Et quant au mandant, lui, il pourra résilier son contrat en disant « Moi, je n'ai pas fait de manière brutale, c'était prévu, l'agent le savait. Mais bon, après, il y aura une discussion de savoir si ça ouvre ou ça ouvre pas droit à indemnité, parce que si l'agent a correctement accompli ses diligences, en tout cas pas accompli de faute grave. Là, je ne vous entends plus. Nous avons encore quelques questions, mais je regarde aussi le timing. Je vais encore en prendre au moins 2. S'il y a des questions supplémentaires, mettez-les vite dans le Q&A, mais je crois qu'on a déjà beaucoup de réponses dans une, donc merci maître. Mais qui les mettent, je peux répondre plus rapidement pour être dans le cadre. Voilà. Quid en cas de non-satisfaction du client pour les produits-services vendus? L'agent commercial peut-il être tenu pour responsable? Alors ça, c'est un problème de responsabilité civile ou pénale de l'agent? C'est ça la question? Ou quelle est la question là? Il me semble que c'est plus concernant la qualité du produit. L'agent commercial vend un produit et au fait, le produit… Oui, il peut être tenu pour responsable, en tout cas en matière… prenons en matière pénale, il peut être tenu pour responsable. Il y a des… Vous voyez, s'il y a généralement, les agents prennent des assurances civiles. Il peut être tenu responsable, absolument. D'accord. Ce sera assez simple de dire que tout ce qu'il fait, il le fait au nom et pour le compte du mandant, donc ce n'est pas lui. Mais si on démontre qu'il avait connu
le défaut ou qu'il avait... Donc ça, c'est une question de démonstration et de preuve. À ce moment-là, il a une responsabilité. Théoriquement, il n'a pas de responsabilité civile dans la mesure où tout ce qu'il fait, c'est en fait le mandant qui le fait. C'est les bras et les mains du mandant. Enfin, si il vend un produit défectueux et qu'on peut démontrer qu'il le savait, il peut être rendu responsable à ce moment-là. Et la question se pose plus, je l'ai vu plus souvent, en matière de responsabilité pénale, par exemple, pour des contrefaçons. C'est-à-dire que, et parfois même savoir si le mandant qui vendait les produits contrefaits sans le savoir, est-ce que l'agent qui les vendait lui, était lui-même responsable? Oui, il était lui-même responsable. Enfin, il y a toujours une démonstration qui est en matière pénale de l'intention, de la connaissance. D'accord. Alors la question qui revient tout le temps, si vous avez une réponse, ce serait magnifique. Quelles sont les pistes possibles pour obtenir des références sur la fiabilité, la réputation, le professionnalisme d'un agent potentiel? Vous voyez ses résultats, vous regardez les mandants qu'il a, et vous voyez ce qu'il a comme résultat. Généralement, un bon mandant, un bon agent, il est connu et il est généralement pris. Il est occupé. Oui. Parce que, bon. Donc, alors, s'il y a une carte qui se libère, il prend, mais généralement, il ne prend pas parce qu'il a déjà des cartes concurrentes, donc il ne vous prend pas. Donc, le problème, c'est que, à mon avis, il n'est pas compliqué de trouver des très bons agents, mais les très bons agents sont soit occupés, soit vont se vendre assez... Enfin, ils sont connus, mais ils vont négocier durement leur contrat. Et donc, après, vous allez être obligé de prendre un agent qui débute. Il faut lui faire confiance, il faut voir... un bon agent, c'est quelqu'un qui va bien négocier son contrat. Et c'est quelqu'un qui a déjà des résultats derrière lui, de cartes où il a fait un travail, où il a introduit un produit sur un marché qui était inconnu et qui a surtout qui est bien vu par les clients. C'est-à-dire qu'il y a une relation clientèle. Je pense que c'est la relation clientèle la plus importante. Donc, ça c'est facile à voir. Donc, en extrapolant un peu, demander à l'agent ses références, donc ses cartes qu'il travaille actuellement, c'est quelque chose de standard. Si l'agent a du mal à répondre, on a déjà une indication. Ou ne veut pas vraiment. Non, mais il peut être il peut être débutant. On a tous commencé. C'est pas parce qu'on est débutant qu'on est mauvais. Ensuite, il peut être à un moment où il a moins de cartes. Mais bon, il faut qu'il vous. Je pense qu'il faut qu'il vous. Son rôle, c'est de convaincre, un peu comme un avocat. Donc, c'est le premier. S'il arrive à convaincre le mandant, c'est que c'est un bon agent. Parce qu'il pourra convaincre les clients. Donc, le premier test, c'est celui-là. Après, il faut quand même checker et vérifier sa réputation ou ses faits d'armes, sa relation à la clientèle. Quelle est la clientèle qu'il peut vous apporter? Ça, vous pouvez le voir auprès de la clientèle, auprès du marché. On va prendre une toute dernière question, mais vous avez répondu quasi à toutes les questions, donc merci beaucoup. La dernière est très pragmatique et très, on va dire, pécuniaire. Certains agents demandent un forfait, des frais fixes par mois pour couvrir différents frais, téléphone, voiture, frais de subsistance. Est-ce courant et est-ce encadré par des recommandations? Oui, alors, c'est quelque chose qui peut se comprendre quand vous êtes sur des cartes, sur des contrats qui sont... Je vais donner l'exemple qui me vient à la tête parce que j'ai plusieurs dossiers dans ce sens, c'est des fondeurs, des gens qui font des pièces de fonderie, qui vendent des pièces de fonderie et qui veulent s'introduire, par exemple, chez des clients comme Thales, comme, vous voyez, Alors, ça demande un travail. Il y a un travail d'ingénieur, si vous voulez. Ensuite, vous avez un travail qui est extrêmement long pour d'abord visiter et obtenir des offres
des demandes des offres, formuler des demandes de prix. Ensuite, vous devez vous accorder avec tous les services en fonction des pièces qui sont éventuellement qui font l'objet de la commande. Donc c'est un travail qui est extrêmement long et coûteux et qui exige évidemment une rémunération forfaitaire. Après, la question est de savoir, est-ce que cette rémunération forfaitaire elle est à fond perdu? Je veux dire par là que ce sont des frais qui sont remboursés, point final, ou est-ce qu'on les imputera sur un chiffre d'affaires qui viendra ultérieurement dans un délai à venir et qu'on déduira, ou est-ce qu'on fait un mix des deux, ou est-ce qu'on fait une période donc, qui est une période déterminée, donc, et on fait tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, on fait une révision de cette enveloppe en mettant en face les postes, les différents postes, etc. Il est évident que pour ce genre de... Ça dépend des secteurs, des secteurs et des investissements à faire et du travail à faire. Mais quand vous avez un marché qui est vierge, c'est assez difficile d'avoir une génération spontanée, de créer spontanément, sans coût et sans... Et l'agent, dans la mesure où il n'est pas rémunéré, il est rémunéré qu'au pourcentage, enfin, il peut être rémunéré par une commission fixe, ça existe. Eh bien, on peut au début participer ou l'aider effectivement à un forfait. C'est assez courant pour des cartes qui sont nouvelles et qui demandent un gros investissement. C'est ça. De quelques années avant d'obtenir des premiers, on va dire, soumissions d'offres. Oui, avant d'être référencé par un client et s'introduire auprès de gros clients, c'est quelquefois, il faut des années. Tout à fait. Parfait. Maître, merci beaucoup. Nous avons fait le tour de toutes les questions. Je n'ai regroupé quelques-unes pour gagner un peu en temps, mais voilà, tout se goupillait très bien. Martine, je te laisse la main. Eh bien oui, de nouveau. Attendez, excusez-moi. Merci à tous les participants. Je voulais vous partager ce dernier slide ici. Alors, attendez. Voilà, où vous retrouvez nos différents contacts. Donc, Violette Barthélémy, l'expert marché France, nos différents bureaux. Vous pouvez écrire à Madame Patricia Debette pour les Hauts-de-France, si c'est cette région qui vous intéresse, sur l'adresse paris@awextraunionwallonia.com. Et pour le reste, vous recevrez après le séminaire un email avec les différents emails, enfin les différents contacts des différents intervenants ici, donc le contact de Maître Grignon du Moulin, également le contact de la Chambre professionnelle des agents commerciaux du nord de la France, nos contacts également ici de tous les bureaux. N'hésitez pas à nous solliciter et je vous remercie encore vous tous pour votre participation, pour votre soutien à notre webinaire et Maître Grignon du Moulin pour votre temps et votre générosité dans les réponses. Voilà. Merci à tous et je pense qu'on va clôturer ce séminaire. Je regarde Mathieu de notre service communication. Est-ce que c'est toi qui clôture, Mathieu? J'imagine que oui. Écoutez, voilà. Bon après-midi, bonne journée à tous. Au revoir.